Bonjour et bienvenue à la première semaine de la santé durable, la première édition en fait qui porte justement cette année sur le fait que l'on ne va pas parler de maladie, mais on va parler davantage de santé. On est dans une journée un peu spéciale en fait. Mon nom est Thomas Bastien, je suis directeur général de l'Association pour la santé publique du Québec. J'ai la chance de rentrer en conversation avec deux personnes que vous connaissez très bien dans le cadre de cette journée mondiale de la santé, deux personnes que vous avez vues, que vous avez entendu dernièrement. On parle de Sylvie Bernier et de Dr Julie Saint-Pierre. Sylvie, Julie, bonjour. Ça fait plaisir d'être avec vous Bonjour. aujourd'hui. Donc, Bonjour Thomas. comme je vous l'ai expliqué très brièvement, en fait, on réalise au cours de cette semaine plusieurs capsules qui vont porter justement sur une multitude de thématiques. Alors aujourd'hui, on a la chance de parler d'une thématique qui vous tient plus particulièrement à cœur. On parle des saines habitudes de vie, on parle de la promotion et de la promotion en matière de santé. Et donc, dans ce cadre-ci, on va avoir une conversation d'environ 45 minutes qui va porter sur cette thématique. Alors, on est dans une journée mondiale de la santé. Je suis très heureux d'être avec vous parce que vous êtes quand même les deux figures qui portaient ce projet-là depuis plusieurs dizaines d'années, quasiment maintenant. Si ça vous convient, dans un premier temps, je vais vous présenter et par la suite, on va y aller avec une conversation. Est-ce que ça vous convient? Très bien. Superbe. Alors, sans plus attendre, on va parler davantage de Sylvie Bernier, qui a remporté la médaille d'or au tremplin des 3 mètres aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984 et qui, Sylvie, en fait, a marqué vraiment l'histoire, en plus de faire rêver toute une génération de sportifs. En 1984, Sylvie a tiré également en fait sa révérence de la compétition et a entamé une nouvelle croisade. On parle de la promotion d'un mode de vie sain. Et en 2011, elle obtient sa maîtrise à l'Université McGill en promotion de la santé. Elle préside depuis 10 ans à la table québécoise sur le mode de vie physiquement active, mais également celle de la table québécoise sur la saine alimentation. Merci Sylvie d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Et on va parler également en fait de Dr Julie Saint-Pierre, qui est chercheuse, autrice et pédiatre, qui est reconnue internationalement et spécialisée en obésité chez les jeunes. Elle est fondatrice de l'approche 180, une approche multidisciplinaire de santé globale qui est axée sur l'environnement favorable de l'enfant et de sa famille. En 2019, elle a reçu le prix de mérite canadien pour ses accomplissements en prévention chez les jeunes au Québec de la Société canadienne de pédiatrie. Elle est professeure associée de pédiatrie à l'Université McGill et professeure distinguée de l'Université de Brest en France en prévention clinique. Et en 2021, et je pense que vous l'avez vu, elle a signé un premier ouvrage grand public, Redonner la santé à toute la famille chez Gallimard, un livre qui sera également tiré lors de cette semaine de la santé durable. Merci beaucoup, Julie, d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Alors, on s'en parlait très brièvement, hein, mais pour briser la glace, j'aime ça poser une question de savoir en fait comment vous vous êtes rencontrés. Toutes les deux, Julie, Sylvie, qui veut commencer? Je vous laisse aller, Julie. Oui, ben merci. Ben en fait, c'est un beau hasard parce que moi, comme beaucoup d'autres jeunes sportives, Sylvie était l'une de mes idoles. Et à Saguenay, il y a de cela presque une dizaine d'années, j'avais été invitée à une soirée d'humour où est-ce qu'on avait la chance d'avoir une conférencière invitée qui était Madame Sylvie Bernier. Et c'était un spectacle de Rachid Badouri où est-ce qu'on a ri toute la soirée et en fait pris soin de notre santé mentale ce soir-là. Superbe. Et donc, on nous avait présenté en début ou fin de soirée et ça a cliqué tout de suite parce qu'on travaillait toutes les deux. On avait cette passion du mieux-être, de prendre soin des gens. Julie est véritablement sur le terrain avec les familles qui ont cette difficulté, la problématique d'obésité. Donc, elle me parlait avec passion de tout ce qu'elle fait dans cette clinique. Et moi, ben, j'ai commencé à lui parler du travail qu'on fait d'influence auprès des décideurs pour modifier les environnements où nous vivons. Donc voilà, ça a été vraiment il a fallu qu'on nous sépare à un moment donné parce qu'on était dans notre conversation. Et ce fut depuis ce temps-là qu'on ne s'est jamais laissé depuis ce temps-là. Exact. Super. En tout cas, merci à nouveau d'être avec nous aujourd'hui. Alors,
Maintenant qu'on a un peu brisé la glace, je vous proposerai en fait de répondre à une toute première question qui n'est pas une question difficile, mais qui en est une quand même, hein. Pour vous, en fait, c'est quoi la santé? Julie, vous voulez Bien, commencer? je peux commencer, mais c'est pour moi, la santé, c'est une qualité innée euh, avec laquelle la majorité d'entre nous va naître, dont on doit prendre soin, hein, un peu comme un jardin, puis qu'on doit garder tout au long de notre vie ou faire grandir cette santé-là dans un environnement, hein, surtout pour les enfants, dans ce que certains appellent maintenant la psychoécologie de l'enfant, qui est en fait l'environnement physique, mais aussi psychologique de l'enfant pour faire croître cette santé-là. Donc, quand on a la chance de naître avec la santé, bien, c'est pour moi vraiment une entité qui englobe la santé physique et la santé mentale dont on doit prendre soin toute notre vie. C'est un privilège. Super. Donc, on espère en fait que le jardin grandit tout au long de la vie, hein. C'est ça un peu, Julie. Merci Voilà, beaucoup. exact. Sylvie, pour vous, c'est Ben, quoi? je vais reprendre le début aussi de Julie qui dit qu'à la naissance, la majorité d'entre nous avons cette santé. J'ai des mots précieux à entretenir. Donc, c'est de maintenir cette santé-là qu'on a déjà au départ. Pour moi, c'est une approche aussi globale, c'est-à-dire c'est aussi la santé physique, la santé mentale, la santé psychologique. C'est d'en prendre soin au quotidien. C'est pas juste une fois par mois quand on y pense. C'est d'en prendre soin avant de la perdre. Donc, c'est complexe parce que c'est facile à dire comme ça, mais de maintenir cette santé durable et globale toute une vie, ben, ça prend du soutien aussi. Et c'est ce dont on va parler justement. C'est très intéressant. Les deux se complètent vraiment. Sylvie, on avait pas la chance aussi de parler de famille et puis aussi du fait que Oui. je trouve ça intéressant, en fait, le concept de jardin et de fait qu'on doit le développer, mais pour se sentir mieux au quotidien, hein, c'est bien ça, hein. Oui, mais aussi, la santé nous permet de vivre. La santé nous donne cette énergie. Dans le fond, on est tous énergie, hein. Qu'est-ce qui fait qu'on réussit à se déployer dans la vie et à faire toutes sortes d'activités si ce n'est que de marcher à quatre pattes avec nos petits-enfants, d'aller faire une belle randonnée de vélo. Donc, c'est la qualité de vie. C'est aussi ça, la santé, c'est de pouvoir faire ce que l'on veut sans restriction, même en vieillissant, parce que vieillir, c'est tout à fait normal. Mais de vieillir en perdant la santé, c'est là qu'on se rend compte qu'on a des restrictions par rapport à ce qu'on voudrait faire. Donc, plus on maintient cette santé-là tout au long de notre vie, ben, c'est de la qualité qu'on ajoute à notre vie. Donc, c'est mon grand souhait, moi, c'est que tous les Québécois puissent aspirer à cette qualité de vie, idéalement jusqu'à la fin. Julie, je vous voyais hocher de la tête, hein. Je pense que les deux terrains se rejoignent, hein. Les deux jardins se rejoignent, comme on va dire. Absolument, parce que, bon, puis un jardin, c'est soumis à des intempéries, à des stresseurs tout au long de la vie. Et ces stresseurs-là, ben, on a besoin d'avoir des outils pour y faire face. Des fois, c'est notre famille, des fois, c'est la société, des fois, c'est d'avoir accès à des soins particuliers, mais de toujours revenir à un idéal de qualité de vie. Je pense que Sylvie l'a nommé, c'est très important. Ce que l'on veut aspirer, c'est de vivre longtemps, mais de vivre longtemps en santé. Super. Donc, en fait, vous êtes un peu deux grandes jardinières, en fait. Vous êtes les grandes jardinières du Québec. Et puis, justement, en fait, pour venir à cette deuxième question, hein, qui
qui nous chicotent un peu au quotidien. De quelle manière, en fait, vous contribuez à la santé et au mieux-être de vos proches, mais aussi de l'ensemble de la population québécoise? Bien, si je peux commencer, en fait, c'est que en reprenant puis sans vouloir trop exploiter ce thème-là, moi, je suis une vraie jardinière au sens propre depuis toujours. Puis c'est vraiment de mettre les éléments favorables autour de mes enfants, de mon mari, de pouvoir leur offrir vraiment au quotidien, un milieu où est-ce qu'il y a une stabilité, où est-ce qu'ils sont capables de faire des découvertes. Moi, personnellement, j'ai toujours été très engagée dans le sport de mes garçons, mais le sport dit aussi nutrition, donc de leur offrir, malgré les difficultés, hein, j'ai été étudiante comme tout le monde, j'avais pas beaucoup de sous, de trouver des solutions pour garder cette santé-là autour d'eux, c'est quelque chose qui, d'un point de vue personnel, c'est pas difficile de penser aux autres parce que pour ma propre famille, c'est quelque chose, c'est une valeur qui est fondamentale chez nous. Sylvie? Bien, Julie en a parlé, l'environnement ou les environnements, ce qui nous entoure, ce qui entoure notre famille a un impact sur leur choix. Donc, lorsque mes filles étaient jeunes, bien, comme Julie l'a mentionné, c'est de s'assurer que l'environnement dans lesquels mes enfants ont grandi leur permettent de se développer sur plusieurs facettes. Donc, autant alimentaire, ben, ce qu'on achète et ce qu'on entre dans la maison et ce qui se retrouve dans notre frigo, dans les armoires, ben, ça contribue au choix sain ou moins sain. Donc, ça, déjà en partant, c'est de leur donner la possibilité de bien se nourrir. Donc, ce n'est pas juste à l'extérieur, c'est aussi à l'intérieur de la maison. Il y a l'aspect sport, ben, un peu comme Julie, évidemment, ça fait partie de mon ADN d'être active, mais il y a des moments dans la vie où on a moins de temps, hein, comme quand j'avais 3 bébés à la maison, on a moins de temps, peut-être qu'on néglige cet aspect-là, puis je l'ai vécu aussi, c'est que ça devient moins une priorité, et pourtant, ça devrait toujours être une priorité tous les jours. Donc, je crois fondamentalement à la puissance de l'exemple aussi, du modèle. Donc, si nous, comme parents, on continue, malgré le fait qu'adolescents, nos enfants adolescents, peut-être des fois, ils ont moins le goût, ben, ils nous observent. Donc, au-delà de leur dire, c'est aussi de le faire et de véritablement y croire et en être convaincu aussi et d'agir. Donc, je pense que ces deux facettes-là sont très importantes. Et là, j'ai parlé du physique alimentaire, mais évidemment, d'avoir un environnement où il y a une harmonie, donc tout l'aspect mental, psychologique est aussi important. Julie peut en parler encore plus que moi là, dans la croissance d'un enfant. Mais voilà, tu sais, ça ouvre la porte à dire, puis le but de tout ça, c'est de favoriser la croissance personnelle de l'enfant, sa réalisation, son projet de vie. Et en fait, à travers ces différents éléments-là, ben, c'est là où est-ce que naît, d'une certaine manière, le concept de santé globale. C'est que on aspire tous à des rêves, nos enfants aussi. Et c'est là que la santé mentale entre en jeu parce que nos jeunes sont beaucoup plus, eux, ancrés dans leur estime de soi, dans la réussite, prendre leur envol. Donc, c'est de les accompagner aussi dans ce défi qui est challengé presque au quotidien par la modification de l'environnement en général, qui est beaucoup plus stressant, beaucoup plus sédentaire, beaucoup plus challengé en période de pandémie. Donc, c'est vraiment, en ce moment, je pense que le concept de santé globale est très facile à définir ou à expliquer. J'aimerais revenir justement en fait sur ce concept de la santé globale. Elle est facile, comme vous dites, Julie, à définir. On la comprend de plus en plus. Sylvie, en fait, vous parliez beaucoup d'exemples de votre côté, et puis je pense que Julie, vous répondiez aussi par rapport à ça. On a besoin en fait un peu de ces ambassadeurs santé
Mais à côté de ça, on a un peu du décrochage. On parle souvent en fait de décrochage scolaire et de persévérance scolaire. J'aime beaucoup faire la comparaison justement avec la persévérance santé. Qu'est-ce qui fait en sorte en fait qu'on devient un ambassadeur santé? Qu'est-ce qui fait à un moment qu'on baisse un peu les bras par rapport à notre santé? Ben, vas-y, Julie. Ben, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir un certain recul par rapport à soi-même. Puis moi, ce qui m'a beaucoup aidé à promouvoir maintenant la santé auprès des jeunes, auprès des familles, ça a été d'abord de faire une sorte d'analyse de tous les stress que la vie m'a apporté, de tous les obstacles que j'ai eus comme mère, comme famille reconstituée, les divorces, prendre soin de soi-même pour être quelqu'un qui peut faire une belle promotion de santé auprès de ses propres enfants. Donc, moi, je n'ai pas peur de briser cette limite-là, puis de parler en fait, des difficultés que j'ai eues dans ma vie personnelle, puis qui m'ont aidée à devenir une meilleure soignante avec le temps, mais aussi une meilleure ambassadeur. Donc, Sylvie parle des environnements, puis c'est beaucoup grâce à elle que j'ai pris soin de mon environnement familial parce que quand elle a commencé à nous parler des environnements favorables il y a déjà plusieurs années, elle le faisait avec passion, mais aussi de façon très réaliste avec tous les défis que ça peut apporter au quotidien, que ce soit là, dans une ville, que ce soit dans une province, mais aussi dans un micro-environnement qui est celui dans lequel on vit tous les jours, qui est notre famille. Bien, ce que je dirais pour compléter ce que Julie vient de dire, c'est plus on est capable, comme être humain, de faire une introspection sur nous, notre vie à nous, comment on a tous des difficultés. Dans mon cas, j'ai trébuché assez souvent, mais sur l'aspect d'anxiété, maladie mentale, même si ça paraissait pas. J'avais toutes ces façades qui cachaient toute cette sensibilité-là ou cette anxiété. Ben, comme Julie le dit, fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis consciente de toutes les difficultés qu'une famille peut vivre et encore plus en milieu vulnérable, où c'est décuplé ces difficultés. Et lorsqu'on parle d'environnement, en fait, ce n'est pas juste de dire aux gens bouge plus, mange mieux et médite. Ce serait trop simple. Mon Dieu, que ce serait simple. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que de dire aux gens mange mieux, de l'environnement, s'il n'y a pas d'aliments sains de proximité tout près de chez nous, à coût raisonnable, ben, je prêche dans le vide. Parce que la maman, moi, dans ma tête, j'ai toujours cet exemple-là. La maman monoparentale, 2, 3 enfants, immigrante, c'est beaucoup ta clientèle, Julie, qui arrive et qui elle aime ses enfants comme on aime tous nos enfants, mais elle part d'où? Si elle n'a pas d'aliments sains près de chez elle, que leur fils, leurs garçons ou filles n'ont pas de bicyclette pour aller à l'école, il n'y a pas de trottoir, puis il n'y a pas de piste cyclable pour qu'ils se rendent à l'école, ou on arrive à l'école, puis il n'y a pas de support à vélo, ou on interdit de venir à vélo parce que ça peut être dangereux. Je peux continuer même pendant 3 heures. Donc, c'est ça des environnements favorables. Comment aidons-nous tout le monde de 0 à 99 ans à faire des choix sains, que ce soit facile au quotidien en sortant de chez nous ou dans la maison, mais c'est parce que ça demande une concertation et une vision commune de tout instant, de tout le temps. Il faut toujours qu'on soit vigilant. Si je prends cette décision au niveau municipal, est-ce que ça peut avoir un impact négatif
sur une famille ou sur un jeune, il faut se poser la question avant de prendre la décision. Oui. Donc, lorsqu'on parle d'environnement favorable, c'est très large. C'est tout ça. Tout ça. En fait, lui vient d'introduire, je pense qu'elle aurait pu inventer le concept bien avant moi, mais quand on parlait de le faire pour la société aussi, ce qu'elle vient de vous décrire, c'est en fait l'approche 180, c'est de comprendre la réalité de l'individu, puis de l'accompagner un pas à la fois en éduquant à la santé sur différents barèmes qui vont aider la famille. Comme Sylvie disait, on ne peut pas avoir des messages de santé globale. Il faut faire attention à la culpabilité qu'on peut projeter à nos parents qui vivent dans ces situations-là et qui sont beaucoup plus fréquents qu'on le pense. Dire à un papa, une maman qui a 2 travails, 2 enfants avec des troubles scolaires, il va falloir que tu fasses des meilleurs repas que ça, puis que tu ailles jouer au parc avec ton fils, puis ta fille à tous les jours après l'école. C'est peut-être pas réaliste de demander ça à court terme. Donc, moi, d'un point de vue pratique, j'ai voulu créer une approche où est-ce que les soignants travaillent ensemble à accompagner les familles dans leur réalité, à développer de saines habitudes de vie et de vraiment de partir de là où est-ce que la famille est, c'est-à-dire dans leur concret, dans leur quotidien, et d'ajouter des éléments de santé au fur et à mesure qu'on travaille avec eux. En fait, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce que bien sûr, on parle d'environnement, et puis on parle d'environnement bâti, mais on parle aussi d'environnement mental d'une certaine manière, l'environnement de vie des parents. On parle de culpabilité, on parle aussi de changement de comportement d'une certaine manière. On sait à quel point c'est difficile, le changement de comportement au sein d'une population. C'est un changement qui doit être à un niveau politique, c'est un changement qui doit être à un niveau aussi beaucoup plus local, voire micro en fait. De votre côté, qu'est-ce que vous faites au quotidien justement pour bâtir la santé des Québécoises et des Québécois, cette santé durable-là, en matière d'action plus particulièrement? Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples, Julie, Sylvie, de votre côté? Dans mon cas, ça a été véritablement les 10 dernières années en sensibilisation. Donc, à tous les niveaux, tous les décideurs, tous ceux qui sont en position de nous aider à faire des choix sains. Donc, si c'est au niveau municipal, si la municipalité décide de développer une politique familiale, donc c'est vraiment intégré. Lorsqu'on change de maire, ça reste. À ce moment-là, on s'assure d'avoir des environnements favorables pour les familles et les enfants. Ça peut être aussi une politique amie des aînés, par exemple. Donc, on s'assure qu'on développe des environnements pour les aînés, pour que les aînés puissent rester actifs. On le voit en temps de pandémie, c'est difficile pour eux de continuer à bouger, continuer à sortir, continuer. Donc, si on développe des environnements, encore une fois, leur permettre d'aller prendre une belle marche, puis on installe des bancs de parc, parce que les aînés vont vouloir s'asseoir à un moment donné. Juste des fontaines d'eau. Si vous saviez comment c'est compliqué de convaincre tout le monde que plus il va y avoir de fontaines d'eau, et moins de machines distributrices. Donc, on facilite le choix sain. C'est des belles fontaines qui ne sont pas rouillées, qui sont entretenues. On invite les gens à porter leurs bouteilles pour les remplir. Et parallèlement à ça, il faut aussi rendre les choix malsains difficiles, plus difficiles. Donc, on enlève les machines distributrices pour éviter les tentations et enlever ce qu'on appelle les environnements obésogènes, donc qui nous amènent à consommer plus de malbouffe. Lorsqu'on parle d'environnement favorable, je suis convaincue, moi, dans 15-20 ans, on va se dire, je ne peux pas croire qu'on amène nos enfants à l'aréna ou dans un lieu sportif et que l'offre alimentaire est uniquement composée de malbouffe et de slush et de liquide sucré c'est une incohérence quand on y pense. C'est un peu comme lorsque j'étais jeune, asthmatique sévère, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à plonger. Je ne suis
plus asthmatique aujourd'hui, mais je voyageais beaucoup pour les compétitions. Je m'assoyais dans l'avion et juste devant ou derrière moi, il y avait des fumeurs. J'étais en crise d'asthme tout le temps. Aujourd'hui, on se dit, mais comment on a pu accepter ça? C'était la norme, c'était la norme. On est en train de transformer une norme c'est long de transformer des normes sociales. Mais un jour, on va se dire, quand on va dans un lieu public, à tout le moins, il faut qu'il y ait une offre alimentaire saine pour qu'on ait véritablement le choix. Donc, c'est tout ça, la transformation d'environnement. Puis c'est une culture, oui, hein? C'est une culture aussi, là. Moi, quand j'entends Sylvie, ça m'anime. J'ai envie de poursuivre parce que, dans le fond, c'est un choix. En fait, c'est une culture qu'on a déjà eue. C'est une culture qu'on a perdue un peu, je trouve, avec le sous-financement de la santé publique. Il y a beaucoup de choses dans notre société, hein. On est dans une société capitaliste où est-ce que le commerce a pris beaucoup de place. Et malheureusement, il y a certains sports ou certains endroits où est-ce que les gens veulent faire du mouvement ou être pratiquer ne serait-ce que de la marche. Et ils vont être confrontés à ces choix malsains-là parce qu'on n'a pas suffisamment encouragé. Donc, le commerce a pris sa place. Et là, de ramener la population québécoise à une culture de bien-être et de santé, c'est un travail colossal, de longue haleine, dans lequel on a besoin d'une ambassadeur comme Sylvie, où est-ce qu'on est capable de parler aux décideurs, puis d'encourager ce type de soutien essentiel à la santé. Et en même temps, ben moi, ben j'ai voulu devenir une petite sœur de Sylvie à un degré. En fait, on se complète, hein? On est comme une espèce de continuum. Sylvie, elle est au niveau de la population, elle est au niveau des décideurs, elle est dans les villes. Puis moi, je veux me projeter dans ce travail-là auprès de la famille avec mon travail du quotidien, avec l'enseignement que je fais aux soignants, l'enseignement que je fais aux familles, que ça fasse des petits comme ça. Si la population le comprend bien et qu'elle demande de meilleurs choix, les gens que Sylvie aura sensibilisés à travers toutes ces années-là seront plus disponibles à leur offrir ce choix-là. Mais bien sûr, il faut que ce soit dans un futur rapproché, exempt de tout biais commercial. Et justement, j'aime beaucoup. C'est vrai que vous faites un parfait continuum, Sylvie, qui est à un niveau plus global, même si Julie, en fait, vous avez un rayonnement international, mais qui est davantage au niveau des décideurs, qui a fait des tournées justement à la hauteur du Québec en relation avec les municipalités. Puis vous, Julie, qui est davantage avec les populations, les familles, comme vous dites, qui viennent vous voir directement à votre centre. J'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez dit, Julie. On avait cette santé-là, mais on l'a perdue à un moment. La qualité de vie plus particulièrement. Est-ce qu'on peut revenir sur cet épisode-là plus particulièrement? Oui, parce que je pense que c'est un élément essentiel dans la solution qui nous intéresse. Je pense qu'il y a eu un mouvement au Québec, puis je tiens à le souligner dans cette semaine-ci, un homme comme Claude Castonguay qui, quand il a créé la RAMQ ou le grand projet de santé des Québécois, c'était un souhait de santé, de proximité, de bien-être de nos aînés, de nos familles, des enfants. Et malheureusement, on a été entraîné, je pense, dans un phénomène de mondialisation où est-ce qu'on a voulu être comme tout le monde et on a perdu cet objectif-là de santé et de bien-être qui était très bien défini au Québec.
Et tranquillement, pas vite, ben, on a laissé certaines mauvaises habitudes s'installer. La consommation effrénée des boissons sucrées. Le tabac était à ce moment-là à son apogée, mais bon, je dirais que c'est un des domaines où est-ce qu'on a eu de grandes réussites, une rechute un peu récente, mais il y a des exemples. Au quotidien, on a construit des routes, des autoroutes, on a fait des hôpitaux tertiaires, mais on a tout fait ça sans oublier le quotidien des gens, les pistes cyclables. Bon, on commence à redonner cet environnement-là favorable aux gens, mais on a fait des choix de mondialisation, de modernité, qui n'étaient pas toujours compatibles avec la santé de tout le monde. Puis une chose importante aussi, c'est que je dirais que dans les 30 dernières années, on a ajouté encore plus de stress aux individus. Du stress de performance dans une société de performance où est-ce qu'on a perdu l'individu dans des succès qu'on voulait, en fait, d'affaires ou de rayonnement international, mais pour lesquels tu ne peux pas assumer. Il faut être honnête avec nous-mêmes. On a perdu de vue à plusieurs reprises l'importance d'être présent dans nos familles. Moi, comme mère, comme carriériste, je le dis, puis je ne suis pas gênée. J'ai eu, à un moment donné, des moments où est-ce que je n'étais pas suffisamment présente. Et c'est le stress d'anxiété de performance que notre société a développé au cours des 30 dernières années qui nous a fait perdre ce beau projet de proximité et de santé globale. Merci Julie. Sylvie, est-ce que vous voulez rebondir là-dessus? Bien, je suis tellement d'accord avec Julie et malgré le fait que vous allez peut-être dire, oui, c'est facile à dire pour une personne qui a gagné une médaille olympique, mais si vous saviez comment le mot performance n'existe pas dans ma vie, n'existe plus dans ma vie, tout l'aspect de comparaison avec l'autre et de vouloir être meilleur et de vouloir être... Non, on s'éloigne du mieux-être quand on est dans ce mode-là. Mais c'est vrai que c'est difficile dans notre société de ne pas embarquer là-dedans et toute l'industrie nous pousse à ça aussi. Donc, ça demande une force, puis il faut aider les gens, il faut les outiller aussi justement à résister. Et là, on peut parler de consommation en alimentation. On est bombardé hein, de marketing de toutes sortes et c'est pas facile, c'est vraiment pas facile de résister à tout ça. D'où l'importance de les aider et de ce que Julie fait sur le terrain. Et Julie, pour moi, c'est mes yeux et mes oreilles aussi de comment ça se passe véritablement sur le terrain dans les familles. C'est sûr que notre rêve, ce serait que tout le monde puisse grandir actif avec des aliments sains, un bel environnement qui soutient. On aspire à ça, on rêve à ça. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire auprès de nos élus pour qu'on prenne les bonnes décisions avec des impacts positifs. Oui. Qui peuvent avoir des impacts positifs sur la santé des gens, le mieux-être. C'est fascinant. Hein. J'aime beaucoup cette conversation où on doit revenir aux besoins un peu essentiels ou les besoins locaux. Hein. Julie, cette vision de mondialisation et puis Sylvie, comme vous le dites, par rapport aux yeux et aux oreilles justement de Julie sur le terrain. C'est une conversation qui est aussi très d'actualité. Actuellement, on nous invite à consommer local. Donc peut-être en fait, on reviendrait aussi en fait à cette version un peu plus simplifiée en fait de notre version santé locale aussi, d'une certaine manière. Donc ça arrive justement en fait sur la troisième question, qui est une question un peu plus, on va dire, idéologique d'une certaine manière. On va dire qu'aujourd'hui, on a la chance de rêver. Donc je vous invite à rêver. Et puis,
qu'est-ce qu'on doit faire en fait pour bâtir la santé durable de la population québécoise, selon vous, hein, bien sûr. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Je pense que c'est de revenir à la source, de vraiment revenir à notre culture québécoise. C'est d'encourager, oui, local, mais de le faire de la bonne façon. Puis ça passe par l'éducation, hein, ça passe par l'éducation de toute une société qui a perdu d'une certaine manière sa culture. Puis je pense que mon rêve à moi, c'est que nos enfants, dès le plus bas âge, puissent participer à plus de classes de nature, qui apprennent à jardiner, qui apprennent, faire des cours auprès des agriculteurs l'été, que ton premier emploi, ça soit de travailler à ramasser des fraises ou des bleuets l'été. Tu sais, je suis peut-être idéaliste parce que nos enfants, il faut d'abord aussi les ressortir de leurs mauvaises habitudes de consommation d'écran, favoriser leur sommeil, mais tout ça en ramenant une culture axée autour de la santé. Puis je pense que je ne rêve pas de façon impossible, parce que si on regarde ce que d'autres pays ont fait, en Norvège, en Suède, aux Pays-Bas, c'est une culture qui peut exister, qui peut cohabiter avec la mondialisation, qui peut aussi réduire nos coûts de santé à long terme, puis même à court terme. Donc, on sait qu'on pourrait éradiquer pratiquement certaines maladies chroniques si on était mieux éduqués à la santé. Donc, moi, mon rêve, c'est qu'on ait un rêve global de société, d'éducation qui ne touche pas uniquement les enfants, mais les proches aidants de nos familles, les grands-parents, tout le monde à tous les niveaux de la société. Mais c'est pas vrai qu'à 60 ans, tu prends ta retraite, puis tu peux plus contribuer à la société québécoise. On a plein de gens qui seraient des grands bénévoles ou des grands aidants naturels de nos parents, des gens qui ont parfois même pas eu d'enfants, puis qui auraient le goût de soutenir des familles, parrainer des familles. Je pense qu'avec une éducation vraiment plus globale et un retour à notre culture, ben, on peut y arriver, mais là, ça prend ma Sylvie qui va continuer à... Moi, j'approche de 60 ans, Julie. Là. Je ne me retirerai pas. Alors, ben, tu sais, ça prend ma Sylvie qui va continuer à éduquer nos décideurs, puis à les diriger dans une voie de santé globale pour notre société. C'est mon rêve. Merci, Julie. Sylvie? C'est un beau rêve. Ça me fait rêver, moi aussi. Et je crois aussi que l'on doit travailler sur les deux aspects, sur le terrain, continuer à éduquer la population parce qu'on a beau changer des choses en haut. Encore une fois, si le citoyen, on a beau avoir des marchés de fruits et légumes partout au Québec, des marchés de proximité, si les gens continuent plus à aller consommer de l'alimentation du fast-food rapide, ben, malheureusement, les élus vont nous dire ben, écoute, c'est pas ce que le consommateur demande. Ça, je l'entends souvent. Donc, il faut continuer, mais il faut commencer jeune à éduquer nos enfants. Ça commence à la maison, en garderie, en CPE, partout. Donc, on a un gros travail qui est déjà très amorcé. Là. Sachez qu'il y a des milliers d'actions qui se font déjà au Québec. C'est extraordinaire tout ce qui se fait. Mon rêve, pour vraiment aller en continuité avec le rêve de Julie, c'est véritablement qu'au niveau national, notre gouvernement au Québec et même au fédéral, qu'il y ait un ministère du mieux-être où véritablement, avec un budget, un vrai budget, et que véritablement que la santé préventive ne soit pas englobée dans la maladie.
dans le ministère, puis là, je m'exprime très candidement, mais le ministère de la Santé ou le ministère du curatif, c'est très difficile de faire les deux parce que c'est pas la même chose du tout. Là. On n'est pas dans le curatif, on est vraiment dans le préventif, dans les environnements, dans le soutien aux familles. Donc, avec un ministère du mieux-être où chacune qui a vraiment un lien pan-gouvernemental, donc c'est pas en silo toute seule, on travaille avec tous les autres ministères et que chaque fois qu'il y a une loi, une règle ou quoi qui soit développé, bien qu'en amont, on travaille avec eux. Comme ça, on s'assure que jamais aucune décision, parce que les décisions qui se prennent au niveau national, bien, c'est pour les 10, 15, 20 prochaines années. Et si 5 ans plus tard, on se rend compte de l'impact négatif sur notre population, bien, il est trop tard. Donc, si on travaille véritablement en prévention, comme le fait tous les directeurs régionaux de santé publique actuellement, notre directeur national de santé publique, ils sont déjà là-dedans. Mais on n'a juste pas les moyens et on n'a pas non plus... On ne donne pas les moyens d'accomplir ce rêve qui nous est commun au Québec et au Canada. Puis moi, à ma petite échelle, ce que je vous dirais, puis je ne travaille plus dans une clinique. Depuis une semaine, ma clinique n'existe plus à Montréal. Je ne travaille plus dans un mode de maladie. Je travaille désormais dans une maison de santé et de prévention qui est une approche complètement à l'opposé, oui, avec une approche à 180 degrés qui est beaucoup plus axée sur la prévention que le curatif, mais on a besoin qu'il y ait un effort national qui soit beaucoup plus senti et appliqué à ce qu'on est en train de faire. Donc, d'un côté, oui, Sylvie, allez-y. Et j'allais juste dire, tu sais, des fois, on est tellement habitué à faire du Zoom depuis 1 an qu'on oublie ce qui se passe. On oublie, on est rendu qu'on oublie qu'on est en pleine pandémie et qu'on est tous confinés chez nous. Mais, Julie, t'es médecin. Y a-t-il quelque chose de plus puissant que de s'assurer d'un bon système immunitaire? Absolument. Tu comprends qu'on en parle peu de ça. Puis encore une fois, il ne faut pas rentrer dans la culpabilité, le jugement, tellement pas. Mais individuellement et côté sociétal, on a un pouvoir énorme. Il faut aider les gens. C'est un petit peu le parallèle que je voulais faire avec l'écriture de ce livre-là. C'était, oui, me rapprocher des gens dans leur salon dans un moment où ils ont le goût d'entendre parler de prévention et de santé, mais aussi de démontrer ce parallèle-là face à l'immunité qui est très important. Je pense qu'on a eu l'exemple, un exemple humanitaire de choses très simples, très, très simples qui font de très grandes différences, qui sauvent des vies, se laver les mains, la distanciation, le masque, des choses qui ne coûtent pas cher, vraiment pas cher. C'est la même chose pour les autres maladies chroniques, les maladies que l'on transmet socialement et qu'on pourrait, avec de petites choses simples, faire une très grande différence sur l'aspect sociétal de notre beau Québec. C'est très intéressant parce que d'un côté, Julie, il y a vraiment l'approche éducation, accompagnement, mobilisation de la population qui rejoint beaucoup en fait le volet de Sylvie et qui va à un autre niveau qui est aussi d'une certaine manière, on ne parle pas d'éducation, mais de sensibilisation en fait des milieux politiques, du milieu des décideuses et des décideurs qui justement en fait vont faire évoluer en fait le Québec au cours des 15 prochaines années. Puis j'aime beaucoup qu'on le remette dans un contexte de pandémie où on parle justement d'immunité, immunité globale, immunité collective, immunité individuelle d'une certaine manière aussi, et cette relation de l'immunité avec les saines habitudes de vie. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes, et puis Sylvie, comme vous le disiez, on a besoin d'argent pour un ministère du mieux-être, mais pour avoir cet argent-là, c'est pas de l'argent en fait qu'on va perdre d'une certaine manière, c'est de l'argent qu'on investit dans la santé des Québécoises et des Québécois, avec un retour sur un investissement. Oui,
Ben, on le sait depuis longtemps que d'investir en prévention, c'est payant. Puis on a des chiffres en entreprise. C'est clair que lorsqu'un dirigeant d'entreprise est convaincu, parce que encore les données scientifiques sont là pour nous le démontrer, que de prendre soin de nos employés, le retour sur l'investissement est rapide là, par rapport à la productivité, la présence, diminution de l'absentéisme, moins de présentéisme. Donc, on le voit, puis même les gens qui, par exemple, utilisent le transport actif, le transport collectif, sont plus assidus, plus présents, moins malades. On le voit dans des lieux plus fermés, même de grandes entreprises. Mais étant donné que, bon, l'horizon politique de 4 ans, la prévention, on travaille avec des chiffres. On n'ose pas montrer les gens malades ou les gens... donc, les chiffres, moi, souvent, ce que je dis, c'est que derrière ces chiffres, il y a de la souffrance humaine. Oui. Puis Julie les voit quand je vous dis qu'elle est mes yeux et mes oreilles. De la souffrance, de la stigmatisation. Une personne qui souffre d'embonpoint ou d'obésité, un enfant, par exemple, ben, c'est de la stigmatisation à l'école. Bon, Julie pourrait vous en parler pendant des heures des impacts au-delà de la santé physique, les impacts sociaux, psychologiques. Un papa qui est très malade à 50 ans, il ne peut plus travailler autant ou s'occuper de sa famille. Donc, mais ça, il faut y voir avant qu'on se retrouve là. Donc, c'est ça de la prévention. Oui, c'est rentable. Juste avant la pandémie, on était dans la maladie qui m'intéresse chez les jeunes. On était à avoir déjà une réduction de l'espérance de vie de 3 ans de nos enfants, en lien avec la maladie de l'obésité chez les jeunes compliqués. On sait aussi, de façon internationale, mais aussi pour le Canada, le Québec, que chaque dollar investi dans la prévention et le traitement de cette maladie-là chez les jeunes, c'est un retour de 6 en 5 ans. Donc, ce sont des placements qui valent la peine d'être faits. Et encore une fois, on a perdu notre culture. Et moi, ce ministère-là, on pouvait l'appeler le ministère du mieux-être et de l'hygiène universelle. L'hygiène universelle, je veux dire, on parlait de ça en France il y a 200 ans, il y a 300 ans, l'hygiène. Il y a de l'hygiène universelle, c'est un mot qui veut tout dire et qu'on a perdu dans la culture québécoise, canadienne, nord-américaine, mais aussi internationale. Très intéressant, Julie, parce que l'Association pour la santé publique du Québec, à la base, c'était l'Association des hygiénistes du Québec. Donc, voilà. on revient en fait vraiment sur cette hygiène-là, mais il y a 75 ans. Notre temps, en fait, est compté. Si vous avez quelques mots à rajouter, sinon, on va se laisser là-dessus, puis on va se souhaiter peut-être une bonne semaine de la santé durable. Ça vous convient? Moi, je terminerai avec un petit mot en vous disant qu'on aspire à quoi dans la vie? On aspire à être bien. On aspire à pouvoir bien vivre avec les gens qui nous entourent, à avoir l'énergie, comme je le disais en début d'entrevue, nécessaire pour faire tout ce qu'on veut faire. Bien, est-ce qu'on se donne les moyens pour aider les gens à faire les bons choix, pour avoir cette qualité de vie qu'on aspire à tous? Tout le monde veut ça. On travaille comme des fous, mais on veut quoi dans le fond? On veut être bien, on veut être heureux, on veut être bien physiquement, mentalement. Et donc, est-ce qu'on fait véritablement tout ce qu'on peut faire individuellement et comme société pour y arriver? C'est ça notre grand souhait, je crois. Oui. Merci. On va se laisser sur cette grande question. Je pense qu'on s'entend pour trouver des moyens au cours des prochains jours, des prochains mois ou des prochaines années pour y arriver dans tous les cas. Je tenais à vous remercier à nouveau, Sylvie et Julie, pour votre présence aujourd'hui. Votre temps est compté. Merci aussi d'être là dans cette journée un peu spéciale qui est vraiment la journée mondiale de la santé également. J'espère qu'on aura la chance de se revoir très prochainement. Si des personnes ont des questions, je les invite directement en fait à commenter sur les différentes plateformes de la SPQ. C'est certain qu'on va vous revenir dans les plus brefs délais.
Et on invite également en fait les personnes à contribuer dans la conversation et bien sûr à visionner les autres capsules qui seront réalisées tout au long de cette semaine. Donc merci à nouveau Sylvie, merci Julie pour votre temps et à très bientôt j'espère. Merci beaucoup Thomas, merci Julie, bye. Bye.